Bonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire et nous sommes très heureux de l'écho que notre sujet a trouvé dans votre intérêt. Je suis ravi d'accueillir pour cette table ronde trois experts qui vont nous parler de leurs recherches et études sur les associations, la démocratie et l'espace civique. Alexandrina Najmovic, qui est secrétaire générale de European Civic Forum. Julien Talpin, qui est chercheur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS et animateur de l'Observatoire des libertés associatives, et Siri Hummel, qui est directrice de Mecenata Institute. Alors avant de vous donner la parole, j'aimerais commencer par vous présenter en quelques mots l'Institut français du monde associatif et vous dire ce qui nous a amené à lancer un programme de connaissances sur le fait associatif et la démocratie à l'échelon européen. Nous avons créé l'Institut français du monde associatif il y a 5 ans pour renforcer la connaissance du monde associatif et de sa contribution à la société et à la démocratie. Et dès notre création, lorsque nous avons demandé au monde associatif français, lors d'une grande consultation nationale, quels étaient ses besoins de connaissances, l'Europe est tout de suite apparue comme un sujet important. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de conduire un groupe de travail avec une cinquantaine d'acteurs et de chercheurs issus de 16 pays différents que nous avons copiloté avec l'Institut Mecenata. Et merci à Siri d'avoir copiloté avec nous ces travaux. Et aussi avec l'Institute for Social Research, Bernard Enjolras, et avec le mouvement associatif Claire Toury. Notre groupe de travail a abouti à 2 livrables que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Un livre blanc sur les enjeux de la connaissance qui fixe des pistes de recherche prioritaires pour l'avenir et une bibliothèque collaborative en ligne et en langue anglaise qui initie un recensement des travaux existants. Ces travaux ont identifié 4 grands axes de connaissances, 4 grandes priorités d'avenir pour la recherche que, dans cette introduction, je souhaitais vous rappeler pour certaines ou vous présenter. Le premier besoin, c'est d'écrire l'histoire des associations et de l'engagement en Europe, pour raconter comment le monde associatif a été façonné par des événements et des influences historiques, mais aussi pour raconter comment les associations ont elles-mêmes activement façonné l'histoire, quelles ont été leurs contributions fondamentales à la société en réponse aux besoins sociaux et comment elles ont inspiré de nouvelles politiques publiques ambitieuses, comment elles ont contribué à façonner la démocratie, l'espace civique et peut-être une citoyenneté européenne. Le deuxième besoin est d'actualiser un état des lieux politiques, juridiques et statistiques des associations en Europe. Statistiques d'abord, parce que depuis la fin du John Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project en 2005 à peu près, nous manquons de données à l'échelle européenne pour documenter la réalité des associations à travers l'Europe. Et lorsqu'on ne sait pas ce que l'on pèse, on n'a pas la même capacité d'interpellation de la société et des décideurs publics. Juridique ensuite, parce que la législation façonne le monde associatif dans chaque pays, et on serait plus fort si l'on savait mieux comparer comment se caractérisent les cadres juridiques associatifs et quels sont les environnements législatifs qui promeuvent le fait associatif ou à l'inverse qui l'entravent. Et puis politique ensuite, parce que on ne s'est pas encore organisé pour comparer les différentes politiques associatives en Europe, comprendre quelles sont les politiques favorables et celles qui le seraient moins. Et le troisième besoin, c'est d'analyser la contribution des associations à la démocratie, à la confiance et à la vitalité de l'espace civique. Tout d'abord, la fonction de corps intermédiaire des associations mériterait d'être mieux étudiée pour comprendre la manière dont les associations contribuent à une démocratie du quotidien. Ensuite, la fonction de plaidoyer du monde associatif est peu documentée dans ce qu'elle recouvre et comment elle fait avancer la société. Et puis, enfin, mieux connaître la fonction d'innovation sociale associative permettrait de comprendre les mécanismes par lesquels les associations identifient les problèmes sociaux et favorisent leur prise en charge. Et puis, au moment où la démocratie est en crise, il serait utile de comprendre les capacités dont dispose le monde associatif pour faire rempart au mouvement antidémocratique, comment les associations contribuent en particulier à l'échelon des individus à produire ou restaurer une confiance institutionnelle et citoyenne. Malgré cette contribution des associations à la démocratie en Europe,
il n'existe malheureusement pas de catégorie qui désigne spécifiquement les associations d'intérêt général dans le droit primaire de l'Union européenne. Et la Commission européenne retient une interprétation extensive du terme de société civile en incluant les agences de conseil professionnels, les lobbyistes, les consultants indépendants, y compris les cabinets d'avocats et les associations professionnelles. Et donc, la production de connaissances complémentaires permettrait de faire reconnaître la place des associations d'intérêt général dans le droit européen, que ce soit dans le cadre de la loi relative aux associations ou encore de la loi relative aux marchés publics et aux aides d'État. Et puis, le dernier besoin que notre groupe de travail, que nos travaux ont mis à jour, c'est d'étudier l'évolution des politiques publiques et leur impact sur les associations. À ce jour, les effets des politiques nationales et européennes sur le monde associatif est encore un champ d'étude à ouvrir. Une cartographie des politiques de soutien des associations en Europe permettrait de définir des pratiques institutionnelles favorables ou encore les pratiques défavorables ou liberticides. Il manque également un recensement exhaustif des dispositifs du droit européen favorables aux associations et qui n'auraient pas encore été transposés dans les lois nationales. Une étude des modes de financement et de leurs évolutions paraît également nécessaire. Quels sont par exemple les effets spécifiques de l'augmentation de la commande publique, mais aussi des contraintes réglementaires que semblent renforcer les exigences en matière de responsabilité et de transparence. Ces évolutions entravent-elles l'action et le rôle sociopolitique des associations? Les associations sont également soumises à une autre influence croissante en provenance du marché, notamment à travers le modèle d'entrepreneuriat social, engagées à produire de l'impact dans une démarche de retour sur investissement social. Les associations ont vu se développer des logiques gestionnaires et marchandes dans leur mode de gouvernance, dans leur mode de financement et d'évaluation. Quelle place prend cette tendance au sein du fait associatif? Quelle est son incidence sur la fonction sociopolitique, sur les projets associatifs? Et comment cette tendance est induite, le cas échéant, par les politiques publiques, mais aussi par les financements privés. Enfin, le contexte européen est aujourd'hui favorable à la réflexion concernant le cadre juridique des organisations de la société civile, à la suite de l'adoption du rapport Lagodinsky par le Parlement européen. Des discussions concernant le statut des associations y sont actuellement en cours et ont abouti à une stratégie en la matière. Compte tenu du caractère normatif de ces travaux, il sera important de veiller à ce que le monde associatif soit lui-même impliqué pour porter son propre modèle et que pour cela, il contribue aux travaux de connaissances transnationaux pour mieux qualifier le fait associatif et sa contribution sociale et démocratique. Alors, à travers ces besoins de connaissances que je viens de vous présenter, on voit que la recherche et les études ont beaucoup à apporter pour mieux reconnaître le rôle démocratique des associations et donc pour mieux préserver leur liberté et mieux les soutenir. Nos travaux ont aussi permis de mettre en lumière qu'à ce jour, il n'existe pas de réseau européen consacré à la connaissance associative et que les liens entre associations et universités à l'échelle européenne doivent encore être structurés. Euh, Pire que cela, l'analyse d'une bibliographie de 650 références sur le fait associatif en Europe réalisée dans le cadre de nos travaux a montré que les pays européens étaient des contributeurs minoritaires sur cette question qui pourtant les concerne au premier chef. Quand 250 références parmi ces 650 étaient américaines et 50 chinoises. Donc ces conclusions, elles incitent l'Institut à prolonger son action, à constituer, à animer une communauté, des alliances internationales pour fédérer autour d'un programme de connaissances sur le fait associatif et la démocratie en Europe. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette série de webinaires que nous avons voulu lancer. Voilà ce que je voulais vous dire pour camper le décor. Nous allons maintenant entendre nos intervenants. Et ce que je voulais simplement préciser auparavant, donc on a prévu
trois questionnements auprès des intervenants. Et puis, après les deux premiers questionnements, le troisième sera un temps de conclusion, un temps de questions-réponses avec nos participants. Et ce qu'on vous propose, c'est au fur et à mesure, au fil des interventions, de poser vos questions dans le chat et on les traitera dans un second temps. Alors, euh, maintenant, la parole à nos trois intervenants avec une première question. Euh, Siri, Julien, Alexandrina, tous les trois, vous êtes activement impliqués dans la recherche ou l'étude sur la société civile en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre travail et votre approche? Je propose qu'on commence par Siri. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour la présentation. Et bonjour depuis Berlin. Nous voulons parler de la démocratie et de l'espace civique aujourd'hui. Et donc, moi, je vais parler des projets que nous menons à bien au sein de l'Observatoire de l'espace civique européen. Au sein de notre institut, nous avons démarré ce projet euh, avec l'Observatoire civique européen il y a 5 ans. Et nous l'avons fait sur la base de l'observation selon laquelle de plus en plus de pays européens étaient confrontés à une réduction, à un rétrécissement de l'espace civique. On le savait déjà en Hongrie et en Pologne du fait du PiS qui était au pouvoir. Ces deux États, ces deux pays étaient les exemples principaux de ce rétrécissement de l'espace civique. Il y a un débat constant dans différents autres pays comme l'Espagne, la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et nous avons constaté qu'il y avait différentes mesures, différents cas. Il y a eu notamment l'interdiction des protestations en Espagne, avec une réduction des contraintes aux manifestations en France, mais également des mesures bureaucratiques qui ont été imposées du fait des politiques anti-blanchiment d'argent ou antiterroristes. Nous avons également constaté qu'il y avait des domaines spécifiques, des secteurs spécifiques qui étaient ciblés, tels que l'aide aux réfugiés, l'assistance humanitaire, mais aussi les organisations qui luttent pour les droits des personnes LGBTQ+, et l'égalité des genres. Et ces attaques contre ces organisations ont souvent été alimentées par les militants d'extrême droite et les partis politiques d'extrême droite. Nous avons assisté à un développement de campagnes de diffamation et tout cela a été utilisé comme une stratégie contre les organisations de la société civile. Cela ne s'est pas limité à la sphère politique. Nous avons également vu que cela s'est appliqué à la sphère numérique, par exemple. Donc, nous avons voulu trouver une réponse à tout cela. En Allemagne, nous avons une situation un peu particulière en raison du statut des organisations caritatives. Il y a beaucoup d'incertitudes en termes de ce qui est autorisé ou pas en termes d'activisme politique pour les organisations de la société civile. Ce travail d'activisme politique est considéré comme un travail de politique, de parti politique, et non pas comme un travail d'organisation de la société civile. Et donc, le retrait de statut d'organisation de la société civile, d'organisation caritative, est utilisé comme instrument, comme arme contre les organisations qui sont trop critiques ou trop à gauche. Ce que nous avons fait, c'est donc de rentrer en contact avec différents experts de différents pays européens et nous leur avons demandé de nous dire quelle était leur perspective des principaux problèmes rencontrés dans leur pays en termes de rétrécissement de l'espace public. Et nous avons essayé d'identifier des similarités.
parce qu'il est vrai qu'il y avait quand même des situations variées. Nous avons travaillé de deux manières. Tout d'abord, nous avons essayé de mener à bien une recherche collaborative. Nous avons essayé de rencontrer des experts de toute l'Europe pour identifier et analyser les défis spécifiques auxquels sont confrontées les organisations de la société civile dans leurs pays respectifs. Mais nous avons également essayé de reconnaître des schémas qui se répétaient, des problèmes qui se répétaient, et notamment les politiques sécuritaires dues aux politiques antiterroristes. Nous avons également observé l'influence des mouvements d'extrême droite, mais aussi toutes les mesures bureaucratiques qui s'imposent aux organisations de la société civile. Et nous avons également voulu explorer de potentielles contre-mesures que la société civile pourrait adopter pour atténuer ces défis et pour essayer de sauvegarder son espace, d'avoir un espace sûr pour l'action et le plaidoyer. Merci beaucoup, Cyril, pour cette présentation des travaux de l'Institut Mécénata. Julien, même question, présentation de tes travaux et des travaux de l'Observatoire sur ces enjeux démocratiques. Bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation. Très heureux qu'on puisse échanger sur ces questions parce que je pense aussi, et on y reviendra, que on a besoin, il y a déjà beaucoup de travaux et les gens qui sont rassemblés ici y contribuent fortement, mais on a besoin, je crois, d'approfondir effectivement les connaissances et les travaux comparatifs en fait sur le fait associatif et les libertés associatives en Europe. Donc, moi, je parle là notamment avec ma casquette d'animateur de l'Observatoire des libertés associatives qu'on a constitué en France en 2019 en fait. Et c'est aussi cette histoire-là que je vais essayer de vous raconter. L'Observatoire des libertés associatives, au fond, est né d'une préoccupation croissante sur cet enjeu des libertés associatives qui émanait du monde associatif en France à partir en particulier de 2015, en fait, je crois, on pourrait y revenir, mais il y a un tournant quand même assez important en France avec l'état d'urgence qui a été consécutif aux attentats de 2015, qui a eu tout un ensemble d'incidences législatives, mais aussi sur les relations entre les associations et les pouvoirs publics à un niveau plus ordinaire et quotidien en France. Et donc, on sentait monter des difficultés dans le monde associatif, et au fond, un certain nombre d'acteurs associatifs et d'ONG sont venus nous chercher du côté des chercheurs en sciences sociales pour essayer de documenter et d'objectiver ces questions-là pour renforcer leur plaidoyer. Un des points fondateurs en fait de notre travail, c'est notamment une rencontre qui avait eu lieu entre des militants associatifs, Jean-Baptiste Jobard, Adrien Roux, notamment, et le ministre de la vie associative français de l'époque, Gabriel Attal, qui a connu une belle trajectoire ensuite, qui l'avait rencontré précisément pour l'alerter sur les difficultés croissantes des relations entre les associations et les pouvoirs publics et des formes de restriction de liberté et de répression. Et le ministre de l'époque avait répondu je ne vois pas le problème. Au fond, la liberté d'association est très bien respectée en France. Voilà. Et à certains égards, la constitution de l'Observatoire des libertés associatives est venue comme une réponse à ce besoin d'objectivation qui découlait de cette rencontre pour montrer qu'effectivement, il y avait peut-être un problème de liberté associative en France, que ces questions-là ne concernaient pas que la Pologne, que la Hongrie, mais que l'Europe de l'Ouest et la France également étaient directement concernées par la question. Et donc, on a commencé un travail de recherche avec un ensemble d'universitaires qui se sont rassemblés avec l'idée de créer des ponts aussi, et c'est aussi bien en lien avec la mission que se donne l'IFMA de ce point de vue-là, de créer des ponts entre le monde universitaire et le monde associatif, qui n'était pas si puissant que ça à l'époque, avec des universitaires qui menaient leurs travaux, mais sans nécessairement que les assos en bénéficient derrière. Et donc, on a créé cet observatoire précisément pour constituer ces ponts. Et à certains égards, les enquêtes et les recherches qu'on mène avec l'observatoire visent à répondre aux besoins de connaissances qui émanent du monde associatif. Alors, ces besoins de connaissances, ils ont été de divers ordres. Le premier, ça a été un peu
de catégoriser le phénomène, de conceptualiser ce qu'on entendait par liberté associative dans le contexte français. On a mené une première enquête, un premier rapport à partir de 100 cas en fait, de restriction des libertés associatives en France, et donc qui visait à documenter le phénomène d'un point de vue très large, au fond, à la fois dans ses dimensions transsectorielles, avec l'idée que ça concerne aussi bien des associations environnementales, des associations de défense des droits, des associations de soutien aux personnes exilées, la dimension vraiment transsectorielle à toutes les échelles aussi, au fond, que le problème concerne aussi bien les relations avec l'État central qu'avec les collectivités locales, y compris les collectivités locales de droite comme de gauche. Donc on a essayé de documenter ce phénomène, y compris de le conceptualiser dans une perspective large. On parlait beaucoup en fait de répression des mouvements sociaux au moment où on s'est constitué. Il y avait le mouvement des Gilets jaunes qui était très en haut de l'agenda politique et médiatique à l'époque, et la question des violences policières au fond, a été constituée en problème public à l'époque, et à raison, hein, je crois. Mais tout l'enjeu pour nous a été de dire au fond que la restriction des libertés en France, et tout particulièrement des libertés associatives, il fallait la comprendre de la matraque et de la dimension la plus coercitive avec les violences policières jusqu'à leurs dimensions les plus ordinaires et anodines presque, que peuvent être des coupes de financement, des coupes de subventions, des difficultés à accéder à des locaux pour se rassembler. Et donc nous, c'est tout le continuum et la palette au fond, des restrictions des libertés qu'on essaye de documenter, y compris dans ses formes les plus anodines. Donc on a fait ce premier travail. Depuis, on a continué notre travail en essayant de travailler sur des enjeux plus sectoriels. Et donc on mène des rapports et des enquêtes sur certains secteurs de la vie associative. On vient de sortir un rapport justement sur le secteur des associations de soutien aux personnes exilées, qui est un enjeu tout à fait structurant en France aujourd'hui. On a mené des rapports précédents sur les associations de locataires dans le secteur de l'habitat social en France, sur les associations musulmanes qui ont évidemment été très concernées par le phénomène de la restriction des libertés associatives. Un dernier mot peut-être pour en dire un petit peu plus sur la façon dont on travaille. On a beaucoup travaillé jusqu'alors en fait de façon qualitative en menant des études de cas et en essayant de mener le travail le plus rigoureux possible d'objectivation au fond des conflits entre les associations et les pouvoirs publics. Le constat qu'on fait après 5 ans d'existence, c'est que ce travail est nécessaire et probablement utile. On y reviendra, j'espère, sur les effets que ça peut éventuellement produire pour la société civile, mais qu'une des difficultés qu'on a dans les relations, au fond, avec les pouvoirs publics et la médiatisation de nos travaux, c'est souvent, la réponse qu'on a souvent, c'est très bien, mais au fond, les phénomènes que vous documentez sont marginaux. Au fond, ça ne concerne que quelques cas. Il y a 1,5 million d'associations aujourd'hui en France. Les quelques dizaines ou quelques centaines de cas problématiques ne sont que l'écume, d'une certaine façon, des relations entre les associations et les pouvoirs publics. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question-là, on a lancé là, cet automne une enquête plus quantitative qui vise à documenter de façon plus systématique l'état des relations entre les associations et les pouvoirs publics en France, pour pouvoir répondre à cet enjeu. Les difficultés de liberté associative en France, combien de divisions, quelle est l'ampleur du problème. On n'a pas encore les résultats complets de l'enquête qui vient juste de se terminer, mais moi, c'est un peu une des réflexions que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que pour alimenter le plaidoyer, voilà, il faut parler le langage du pouvoir, et le langage du pouvoir, c'est aussi les chiffres, en fait. Voilà. Et donc, c'est un peu la direction qu'on prend. On a voilà, besoin d'avoir des documentations chiffrées plus précises. Et moi, je pense qu'on aurait besoin aussi à l'échelle européenne de pouvoir mener des études quantitatives comparatives de ce point de vue-là pour saisir des variations. Voilà. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir aller dans cette direction dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Julien. Et enfin, sur la présentation des travaux du European Civic Forum, on n'est pas dans la recherche, on est plutôt dans l'étude, le monitoring. Alexandrina, tu peux nous présenter ces travaux? Oui, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire qui ont déjà été dites, et je vais essayer de le présenter différemment pour éviter les répétitions. C'est une bonne chose que de nombreuses organisations travaillent sur les mêmes sujets à différents niveaux. Mais le Forum civique européen comporte 100 organisations de 30 pays en Europe. Nous avons des membres, pas uniquement dans l'Union européenne, mais aussi dans les Balkans. Nous travaillons depuis 20 ans. Nous allons fêter notre 20e anniversaire l'année prochaine. Notre but est de promouvoir un environnement qui facilite le travail des acteurs civiques pour qu'ils s'engagent dans la sphère publique et dans le travail communautaire.
Nous voulons également soutenir la structuration et les alliances avec d'autres organisations de la société civile, que ce soit au niveau européen. Et nous essayons d'avoir une représentation transversale des organisations de la société civile au niveau européen. Et c'est ce que représente le mouvement associatif français. Mais c'est en tout cas l'idée que nous avons au niveau européen. Nous travaillons beaucoup à travers des campagnes de plaidoyer pour que les institutions européennes reconnaissent le rôle que nous jouons dans les sociétés et dans les démocraties. Nous voulons établir des mécanismes de dialogue entre les institutions et la société civile, au niveau européen principalement, mais aussi au niveau national au sein de nos organisations. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que nous ayons commencé à travailler sur le rétrécissement de l'espace public dans nos pays en même temps. Nous avons lancé notre observatoire Civic Space Watch en 2018. À cette époque, l'Union européenne a commencé à documenter, grâce au travail de différentes agences de l'Union européenne sur les droits fondamentaux. Si vous vous rappelez, c'était une période, en 2017 notamment, où le Parlement hongrois a adopté sa fameuse loi sur les ONG. Ce n'était pas une première, évidemment, parce que nous avons eu une loi Bayon déjà en Espagne. Mais cela a tiré les projecteurs sur le fait qu'il y a un démantèlement de l'État démocratique. Et à l'époque, nous avons mené à bien des campagnes en 2017 devant des ambassades hongroises dans différents pays européens pour exprimer notre désaccord. Nous savions que nous n'avions pas beaucoup de pouvoir pour agir contre cela. Nous avons essayé de travailler auprès des médias, auprès de différentes organisations de la société civile. Et en tout cas, ça a été un peu ce qui a lancé notre organisation, le Civic Space Watch. Nous sommes dépendants des éléments que nous collectons sur le terrain. Nous faisons un travail également de bureau. Nous essayons d'analyser les données que nous récoltons de la part de militants. Et nous avons également d'autres sources de monitoring. Et nous avons également des contacts avec des agences de l'Union européenne, mais nous essayons de documenter ce qui se passe sur le terrain et de donner de la visibilité à ces situations. L'observatoire a été conçu en tant qu'outil de solidarité à la base. Et au cours des premières années, cela nous a pris beaucoup d'efforts pour nous impliquer avec la société civile sur le terrain et pour que ces organisations soient conscientes des différentes manières avec lesquelles l'espace civique est rétréci. Et cela se produit notamment en Europe de l'Est, mais pas seulement. Cela se passe dans bien d'autres pays occidentaux. Et après 6 ans de monitoring et de politique de sensibilisation, nous avons atteint un certain niveau de sensibilisation auprès des organisations et des pouvoirs publics. Et grâce aux données que nous avons collectées, nous pouvons informer les activités de renforcement de capacité et nous publions un rapport annuel qui informe l'Union européenne et nous contribuons également au rapport annuel sur l'état de droit de l'Union européenne. Mais ce n'est qu'une partie de notre travail. L'année dernière, notre rapport a documenté des études
qui montrait des réductions graves de l'espace civique dans une quinzaine de pays européens. Et cela montrait à quel point ce phénomène est répandu. Et cela incluait des pays comme l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, l'Espagne, etc. Et nous avons documenté également des tendances régionales grâce à la contribution de nos partenaires de la société civile des Balkans et également des tendances transnationales qu'on a vues très clairement l'an dernier avec la répression des manifestations pacifiques en faveur du peuple palestinien. Et tout cela nous a aidés en tant que société civile, en tant que membre du Civic Space Forum. Cela nous a permis de comprendre ce qui englobait cette notion de rétrécissement de l'espace public. Il y a des dimensions qui sont particulièrement constitutives de l'espace public et nous avons analysé ces 6 dimensions, les, euh, les aspects institutionnels, socio-économiques, culturels qui constituent la société civile. Deuxièmement, nous avons analysé les libertés civiques, la liberté d'association, la liberté d'expression. Et troisièmement, nous avons étudié la manière avec laquelle l'État est capable ou non de protéger cet espace, que ce soit à l'aide de politiques, ou ce soit à l'aide d'enquêtes ou de répression, d'attaques contre l'espace civique. Et quatrièmement, la viabilité financière et les politiques de financement qui permettent aux organisations de la société civile d'opérer. Julien a mentionné le fait que ce n'est pas l'aspect le plus visible, mais c'est l'une des manières les plus importantes avec lesquelles l'espace de la société civile est transformé dans toute l'Europe. Cinquièmement, nous avons analysé l'état du dialogue entre la société civile et les institutions dans les différents pays européens. Et quand je parle de dialogue, je ne parle pas de consultation top-down, mais je parle des espaces dans lesquels il y a des discussions sectorielles et dans lesquelles la société civile peut véritablement influer sur les politiques. Nous avons également analysé comment les organisations de la société civile répondent et résistent à ces politiques. Et tout cela a bien marché, comme je l'ai dit. Nous avons pu sensibiliser de nombreuses personnes. Nous avons travaillé au niveau européen, au niveau des réseaux européens de la société civile, parce que cela s'applique à différents secteurs, pas seulement ceux qui sont en première ligne politique. Nous avons aussi réalisé qu'il y a des groupes dans la société comme les écologistes ou des groupes qui assurent une solidarité envers les migrants. Et tous ces groupes sont en première ligne, sont attaqués. Le droit de manifester est en danger dans de nombreux pays européens. Et cela se traduit par des répressions de manifestations, par une activité policière plus forte, une criminalisation des activités. Et tout cela dévoile la nature répressive des institutions. Et nous voyons que les personnes qui se lèvent face à certaines décisions politiques, face à certaines politiques environnementales, on voit que leurs voix sont de plus en plus, on essaye de les faire taire. Il y a des mesures d'ordre public, des mesures antiterroristes qui sont utilisées pour cela. Je ne vais pas entrer dans les détails des tendances parce que je pense que j'arrive à la fin du temps qui m'est alloué. Mais je voulais dire que grâce à ce travail, l'Union européenne est de plus en plus consciente et essaye d'être active pour nous soutenir et pour essayer de protéger l'espace de la société civile. Nous vivons dans une époque où, d'un côté, nous avons des outils au niveau européen
Mais nous voyons aussi que politiquement, le rôle de la société civile est reconnu, du moins dans le discours, dans le discours institutionnel, mais il y a un paradoxe. Nous voyons en effet que grâce aux politiques de financement et grâce à différentes autres mesures, grâce à différentes autres politiques de l'Union européenne, la société risque d'être affectée par certaines politiques. Et c'est un véritable paradoxe. Parce que nous travaillons au niveau européen, d'un côté, nous essayons de déclencher des actions européennes pour préserver l'espace de la société civile, mais d'un autre côté, nous devons savoir que certaines politiques européennes, notamment dans le domaine économique, réduisent les droits de la société civile, ces droits même que la société civile essaie de défendre. Et je pense qu'au cours des prochaines années, nous devrons être très conscients de ce paradoxe et nous devrons essayer de discuter des manières d'y répondre. Merci beaucoup, Alexandrina. Alors, je n'ai pas vu de questions ou de commentaires dans le chat, donc je vous incite vraiment à inscrire. Alors, soit dans le chat, ou alors vous avez un espace questions et réponses en bas, en bas du panneau Zoom. Euh, Peut-être pour lancer les questions, est-ce que Julien, Cyril, Alexandrina, vous-même, vous voulez interpeller, interroger vos collègues? Oui, Cyril. Merci. Moi, il y a une chose qui m'intéresserait, demander à Alexandrina, quelle est votre expérience? Je suis d'accord avec vous. Je pense que la sensibilisation a très bien marché au niveau européen en termes de rétrécissement de l'espace public, mais au-delà de cela, selon vous, quels sont les instruments qui marchent au niveau européen pour protéger l'espace civique? Parce que selon notre perspective est plutôt nationale. Mais comme vous l'avez dit, dans tous les débats, on montre à quel point il est important que l'organisation de la société civile s'organise et qu'il y a un espace pour la société civile. Mais lorsqu'on voit les politiques nationales, on voit qu'il n'y a pas ce ne se traduit pas dans les faits. Il n'y a pas de financement, par exemple. Il n'y a pas de financement qui permette de protéger la société civile contre ces attaques. Donc moi, j'aimerais savoir, au niveau européen, quels sont les outils les plus utiles? Oui, oui, Est-ce- Alexandrina. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une des questions centrales. Je pense qu'il y a différentes manières d'agir au niveau européen. Avant de passer aux institutions et de voir comment nous pouvons agir, je voudrais parler d'une chose. Je pense qu'il est important de créer des réseaux de solidarité transnationale. Je pense qu'il faut commencer par cela, parce que les mouvements de la société civile sont souvent immergés, submergés par leur propre contexte. Et donc, c'est difficile de répondre à tous ces défis. Et donc, je pense que la solidarité et le fait de savoir qu'en dehors de son propre contexte, il y a d'autres personnes qui nous soutiennent, c'est très important pour soutenir et pour maintenir la mobilisation. Et je pense que cela peut également contribuer à la pression face au gouvernement. On le voit avec l'exemple du gouvernement hongrois, du gouvernement polonais. Cela a également marché avec le gouvernement danois. Nous avons réussi à créer une pression internationale pour que le Parlement danois mette fin ou abandonne certaines législations qui auraient pu être néfastes, notamment en termes de solidarité avec les migrants. Donc je pense que la solidarité et la pression internationale peut marcher. Ce n'est pas la seule réponse, mais cela peut marcher. Et autre chose importante, la sensibilisation, la possibilité des acteurs d'apprendre par l'expérience.
pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Nous pouvons apprendre des échecs d'autres. Je pense que l'apprentissage par l'échec est très important pour le mouvement de la société civile. Nous devons partager nos expériences, nos connaissances. Et troisièmement, pour arriver au niveau des institutions européennes, même s'il y a une prise de conscience, même s'il y a une certaine volonté politique, il faut penser que l'Union européenne n'a pas toutes les compétences. Et lorsque l'Union européenne veut agir, il faut qu'il y ait une législation en place. Par exemple, si on voit l'exemple de la France, au début, il y a eu des législations qui ont été adoptées. Je parle notamment du contrat d'engagement républicain. Nous avons alerté les institutions européennes des potentiels dommages qui pourraient être créés par cette législation. Et les organisations françaises ont documenté l'impact de cette législation. Et elles ont documenté la première phase de la mise en œuvre de cette législation. Et la Commission européenne était au courant, mais elle n'était pas en mesure de mettre en œuvre certaines politiques. Et donc, nous nous focalisons beaucoup en Europe sur les mesures de réaction, mais nous n'avons peu de marge de manœuvre. Si on regarde l'article 7, qui est de retirer les droits de vote pour un pays qui ne respecte pas l'état de droit, dans ce cas, cela n'a pas été mis en œuvre. Donc, c'est très compliqué. Et la raison pour laquelle nous travaillons avec les membres des organisations de la société civile, c'est que nous essayons de mettre en place un système d'alerte précoce. Nous essayons de voir ce qui empêche les institutions européennes d'agir en temps réel. Si on regarde les 5 prochaines années, il faudrait essayer de trouver un système d'alerte précoce pour les institutions pour qu'elles soient au courant, elles sachent lorsqu'il y a des menaces de rétrécissement de l'espace civique. Et pour cela, nous devons créer un hub, nous créons une alliance contre le rétrécissement de l'espace public. L'important, ce n'est pas de créer de nouveaux organismes, mais d'essayer de connecter les organismes déjà existants. C'est un peu notre priorité. Nous avons des priorités qui ont été définies par la Commission elle-même pour son prochain mandat en termes de protection de l'espace civique. Merci, merci Alexandrina. Avec un commentaire dans le chat qui évoque l'avis du CESE, le Conseil environnemental et social français, sur l'affaiblissement des financements des associations, qui organisera mercredi 11 décembre prochain un événement pour réfléchir à comment mettre en œuvre les recommandations. Et le rapport, ce qui était intéressant dans ce rapport du CESE en France, c'est qu'il a un sous-titre qui est c'est les financements publics aux associations, et son sous-titre, c'est l'urgence démocratique, donc il pointe bien la question des relations entre l'évolution des financements publics et le rétrécissement de l'espace civique, avec une évolution de ce qui est attendu et des contraintes pesant sur le monde associatif. Julien, est-ce que tu avais une question, interpellation pour Siri, pour Alexandrina? Non, bah peut-être, mais moi, c'est un peu aussi une de mes convictions depuis là où je suis côté français, euh, c'est dans les mécanismes de réponse, parce que je vois aussi les commentaires en fait dans le chat sont aussi beaucoup sur bon bah le constat est relativement partagé. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les réponses possibles? De fait, moi je pense que c'est important de documenter ces phénomènes et la recherche est importante de ce point de vue-là, mais évidemment ça ne suffira pas. Et donc il faut faire d'autres choses. Et la question en fait moi que je me pose, c'est alors, probablement qu'il faut travailler sur tous les leviers.
quelle est l'échelle la plus efficace dans la situation politique actuelle, en fait. Ce qu'on voit quand même du côté français, c'est que l'Union européenne a été quand même tout à fait incapable de freiner la restriction de l'espace civique en France. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il y a eu notamment les cas les plus graves, qui ont été les dissolutions d'associations, notamment de défense des droits de l'homme, comme le collectif contre l'islamophobie en France il y a quelques années, il ne s'est rien passé. Quand il y a des condamnations, y compris par des institutions européennes, de la politique de maintien de l'ordre française, ça n'a aucune incidence. Et donc, la condamnation morale par les institutions européennes, à mon avis, n'est pas un levier très efficace, pour le dire comme ça. Et donc, c'est quels sont les autres leviers qui sont à notre disposition. Nous, ce qu'on voit du côté français, c'est et là, ça peut quand même nous ramener vers l'Europe, c'est la question du droit, qui demeure quand même une ressource décisive. C'est-à-dire que on a eu un certain nombre de victoires juridiques ces derniers mois et ces dernières années par la mobilisation du droit, y compris, Alessandrina l'évoquait, sur la question du contrat d'engagement républicain. En fait, l'État a perdu, en fait, face aux associations, aux collectivités locales de ce point de vue-là. Bon, c'est du droit national. Qu'en est-il à l'échelle européenne? Dans quelle mesure la Cour européenne des droits de l'homme peut nous aider de ce point de vue-là? Dans le cas des dissolutions d'associations en France, il y a des affaires encore et des jugements encore en cours, mais on est peu optimiste sur le fait que ça ait la moindre incidence. Donc, il y a la question du droit. Deux, il y a la question de l'argent, qui est quand même tout à fait décisive, et on en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Dans quelle mesure, c'est une question qui se pose aujourd'hui très directement en France, la création d'un fonds de secours, d'une certaine façon, ou d'un fonds de solidarité pour des associations qui perdraient leur financement. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la dissolution par le gouvernement d'un certain nombre d'acteurs associatifs et d'ONG, il y a la dissolution de fait que constitue la disparition des financements et le fait que des associations soient obligées de mettre la clé sous la porte. Et ça, on le voit aujourd'hui en France. Bon, il y a le rôle des fondations et de la philanthropie, évidemment, de ce point de vue-là, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers à créer? Dans quelle mesure, nous, ce qu'on est en train de réfléchir du côté français, la création de ce fonds de secours potentiellement financé par les associations elles-mêmes, en fait, pour venir en soutien à des ONG qui auraient des difficultés. Dans quelle mesure un fonds de secours de cet ordre-là mériterait d'être mis en place ou pourrait être mis en place à l'échelle européenne? Point d'interrogation. Et dernier point, et bon, voilà, c'est des questions, mais aussi en mode commentaire, un peu en mode, j'aurais envie de vous entendre là-dessus. Moi, je crois beaucoup, en fait, au rôle des collectivités locales. C'est-à-dire que on est dans un contexte politique national en France, mais j'ai quand même le sentiment que c'est vrai dans beaucoup d'autres pays européens aujourd'hui, où globalement, on ne va pas gagner, en fait, dans les années qui viennent. La capacité à faire bouger la loi à l'échelle française est extrêmement faible. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est extrêmement fragile, mais de droite au pouvoir. Il est assez probable que l'extrême droite arrive au pouvoir dans les mois ou les années qui viennent. Bon, il est peu probable que le cadre législatif évolue dans un sens favorable, malgré tout ce qu'on essaye de mener, favorable aux libertés associatives. En revanche, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à essayer de faire bouger la loi et mener du plaidoyer à cette échelle-là. En revanche, moi, je crois qu'il est possible de faire des choses à une échelle locale. Et donc, nous, on essaye de travailler beaucoup avec des collectivités locales, des régions, des villes, etc. Là aussi, à une échelle nationale. Mais moi, on essaye de constituer en réseau, au fond, un peu un réseau des collectivités locales en soutien aux libertés associatives. Voilà. Mais dans quelle mesure les réseaux européens de collectivités locales ne pourraient pas être mobilisés davantage sur cet enjeu-là? Est-ce qu'il n'y a pas un levier? Voilà. Moi, j'ai toujours un peu comment dire, de scepticisme par rapport au plaidoyer un peu dans le vent, auquel je contribue fortement. Voilà, j'y contribue. Mais j'ai l'impression qu'au-delà du plaidoyer, il y a moyen déjà de faire des choses très concrètes pour faire avancer les libertés associatives par, là, pour le coup, des gouvernements alliés à l'échelle européenne, à l'échelle locale, pardon, et le rôle des collectivités locales. Et là, il y a probablement un travail de mise en réseau, y compris à l'échelle européenne, à mener, et qui permettrait de passer à des combats plus offensifs et pas uniquement des luttes défensives. Bon, voilà, j'avais envie de vous entendre un peu sur les hypothèses stratégiques qui sont les autres à l'échelle française aujourd'hui. Merci Julien. Est-ce que Cyril, tu souhaitais réagir sur ces différents niveaux de questions? Quel est le bon échelon de levier pour agir et transformer? Est-ce que le droit et le droit européen, la philanthropie, les collectivités locales organisées en réseau? Oui, je rejoins un peu les observations. Comment est-ce qu'on passe de la recherche
à la politique. Il y a un chemin qui est assez long. Nous avons une situation similaire en Allemagne. Vous avez peut-être entendu que, il y a eu un effondrement du gouvernement et cela est dû notamment à deux lois qui voulaient renforcer la démocratie et pour avoir plus de sécurité dans les organisations non lucratives. Et ces deux lois, malheureusement, ne vont pas être soumises au Parlement. Et c'est assez frustrant. Mais en même temps, comme le dit Julien, il faut analyser le niveau local. Je pense que le niveau local est très important parce que c'est là où la société civile agit, c'est là où les choses se produisent. Et je connais de nombreux cas au niveau local où on voyait qu'il y avait des choses possibles, où certaines organisations qui se sentaient plus capables d'utiliser, qui avaient plus de ressources pour construire ou pour protéger certaines choses. Et donc, ils étaient plus en mesure de le faire qu'au niveau national. Mais il y a également une tendance, lorsqu'on regarde le mouvement local, c'est parfois trop spécifique. On perd un peu la perspective. Donc, il faut essayer d'être conscient et d'essayer d'élargir un peu notre perspective. Parce qu'il y a tout de même des similitudes entre les niveaux nationaux et le niveau européen. Et je pense que c'est important de le savoir. Je ne sais pas si c'est la réponse aux commentaires qui étaient demandés, mais en tout cas, c'est à cela que j'ai pensé quand j'ai entendu ce que disait Julien. Merci Cyril. Un autre, alors une contribution de Louis-Marie Blanchard qui indique une première réunion publique mercredi 11 décembre de 18h à 19h. euh, euh, voilà, qui s'intitule Les États généraux de la démocratie. Et donc, je ne suis pas certain que le lien ait été communiqué dans le chat, sinon on va le faire, on va le faire à l'instant. Question également d'Audrey. Euh, pour Julien, est-ce que Julien, tu pourrais nous en dire plus sur le fonds d'urgence européen, par qui il est porté et qui coordonne l'initiative? Ah, pardon, tu as répondu, Julien. Non, non, pas du tout. Non, sur ce dernier point, ce n'est en aucun cas une initiative, c'est une idée. Ouais. Non, non, moi, en fait, simplement, c'est des questions qui se posent beaucoup à l'échelle française aujourd'hui sur comment venir en soutien à des assos qui auraient des difficultés suite à des conflits, notamment, ou des formes de répression par les pouvoirs publics. Et il y a deux pistes principales. Il y a d'un côté des mobilisations importantes du côté des fondations philanthropiques qui sont en train de se saisir à bras le corps de ces questions-là. Et par ailleurs, une des réflexions, et c'est la capacité du monde associatif lui-même à mettre en place un système d'autodéfense financière, pour le dire comme ça, et donc une mutualisation des ressources où les associations les mieux portantes viennent en soutien aux acteurs qui seraient éventuellement réprimés, à l'image peut-être du mouvement mutualiste ou coopératif du début du XXe siècle. C'est des idées qu'on a à l'échelle française. Ce que je disais, c'est de telles idées ne mériteraient-elles pas, d'une certaine façon, d'être étendues à l'échelle européenne? Peut-être qu'il y a déjà des initiatives en ce sens. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut jouer sur différents leviers. Moi, je crois quand même au rôle de la philanthropie et en même temps, l'auto-organisation financière du monde associatif par lui-même est probablement un élément important dans son autonomie. Voilà. Merci, Julien. Alexandrina, un commentaire et puis on va passer à la deuxième question. Euh, Donc, je voulais juste répondre à Julien pour dire que je suis d'accord. Cela peut être déprimant de voir certaines choses lorsqu'on
regarde les résultats concrets du travail de plaidoyer que nous réalisons. Par exemple, est-ce que nous avons réussi à retirer certaines politiques répressives? Est-ce que nous avons pu empêcher certaines situations contre la société civile? Malheureusement, c'est souvent non. Mais ce n'est pas que la Commission européenne qui agit. Elle peut prendre des actions à la Cour européenne de justice, évidemment. Euh, Mais nous avions également le Parlement européen et il y avait certaines fois des pressions qui pouvaient être appliquées de la part du Parlement européen et qui, au bout du compte, pouvaient avoir une influence nationale, qui pouvaient avoir une influence sur l'équilibre de pouvoir au sein des pays. Mais malheureusement, après les dernières élections européennes, nous sommes dans une situation dans laquelle nous ne pouvons plus nous fier au Parlement européen. Pour nous, en tant que réseau européen, c'est difficile de faire le relais avec les autorités locales. Au niveau européen, il y a le Comité européen des régions, mais ce comité ne travaille pas beaucoup sur ces questions. Mais paradoxalement, nous avons de plus en plus de stratégies avec le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire avec les États. Nous travaillons avec le Conseil et nous essayons de trouver des États qui puissent nous appuyer. Nous essayons de créer une dynamique de soutien aux espaces de la société civile. Et nous avons essayé de le faire notamment avec la présidence danoise. Hmm. Et donc parfois, il y a des États qui défendent les libertés publiques, les espaces publics des organisations de la société civile. Donc c'est un paradoxe. Mais malheureusement, au cours des 5 prochaines années, nous allons avoir une réalité dans laquelle nous n'aurons pas forcément des choses à gagner, mais nous aurons beaucoup de choses à défendre. Et nous devrons essayer nous devrons être soumis, nous serons soumis pardon, au Parlement européen qui est de plus en plus lui-même soumis à l'extrême droite. Et cette extrême droite est tout à fait suspicieuse du rôle des ONG. Donc c'est ce qui nous attend. Mais en dehors du travail de plaidoyer, nous devons faire du travail de renforcement de capacité. Et je crois qu'il y a une question qui a été posée sur ce sujet, sur le mécanisme européen, sur le fonds d'urgence européen. En termes institutionnels, cela n'existe pas, mais nous voulons le créer. Nous voulons créer un mécanisme de protection, parce que l'Union européenne a un mécanisme de protection pour les pays en développement qui permet une protection légale, notamment une protection des militants et une relocalisation des activistes, tout un tas de financements qui ne dépend pas des systèmes bureaucratiques habituels. Mais bon, dans tous les cas, il faut bien dire que tout financement européen a un côté bureaucratique. Donc, il faut également essayer de nous diriger au secteur philanthropique et il y a de plus en plus d'initiatives qui apparaissent pour qu'il y ait un financement plus flexible pour la société civile. Et les organisations de la société civile essayent de s'auto-organiser pour faire le suivi, pour dénoncer tout ce qui se passe, toutes les politiques répressives. Et en bout de compte, ce que nous pouvons faire en tant que réseau européen, nous pouvons financer les fonds que nous avons de manière flexible pour essayer de donner des fonds d'urgence dans les organisations qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin, Hmm. au cas où une législation ou un texte répressif est mis en place. Et donc tout va dépendre de notre capacité à nous auto-organiser. Merci beaucoup, Alexandrina. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question qui va s'adresser de nouveau à chacun de vous.
puisque vous êtes un chercheur, Julien. Siri, tu es chercheuse, mais tu travailles dans une fondation qui mobilise, et un institut qui mobilise la recherche. Alexandrina, tu es responsable d'une association qui produit des études pour le secteur. Moi, on a commencé à aborder évidemment la question, mais moi je voulais vous entendre sur l'enjeu pour vous particulièrement de la production de connaissances et comment utiliser les connaissances produites pour informer, renforcer les organisations de la société civile en Europe. Bien entendu, on a commencé à répondre à cette question, mais est-ce que vous voudriez répondre un cran plus loin, Julien? Alors, je ne sais pas si on est les mieux placés sur l'utilité de la recherche, parce que moi, j'aimerais bien savoir si les associations avec lesquelles on travaille trouvent que ce qu'on fait est utile. Mais effectivement, je crois qu'il y a un enjeu de publicisation, en fait, déjà, de légitimation, c'est un peu ce que je disais au départ, du carrière. C'est-à-dire que dans le contexte français, en fait, quand on parlait il y a quelques années de nos histoires de coupe de financement, de difficulté d'avoir des espaces de rassemblement, de disqualification des militants de cyberharcèlement, on nous disait, mais c'est pas très grave tout ça, en fait. C'est pas très important. Regardez, il y a des violences policières, il y a des enjeux beaucoup plus significatifs. Et donc, de réussir à montrer, d'une certaine façon, des choses qui peuvent paraître relativement anecdotiques, mises bout à bout, constituent un effritement de la dynamique démocratique et que il faut précisément les prendre en compte de façon plus sérieuse. Je pense que c'est utile et c'est, moi, je crois, une des batailles qu'on est en train de gagner dans le contexte français. Il y a quand même voilà, une prise de conscience croissante, je crois, du côté de certains acteurs du monde associatif qui étaient moins confrontés au départ à ces enjeux-là, et aussi des acteurs publics qui se rendent compte qu'il y a un problème. Alors, ils se rendent compte aussi qu'il y a un problème parce que la situation est de plus en plus difficile, les lois ne sont pas favorables, c'est pas uniquement par notre travail. Mais il y a un enjeu voilà, de prise de conscience collective, au fond, et je pense que c'est important pour ça. Deuxième élément, c'est que ce travail de documentation, de production de connaissances, ça vise à rendre public des mécanismes qui souvent passent sous les radars, en fait. C'est-à-dire que on n'en entend pas parler. Et de fait, nous, on essaye aussi, et je vous invite à regarder Mediapart aujourd'hui, où il y a des enquêtes assez précises qui sortent. On travaille beaucoup avec les journalistes, en fait. D'une certaine façon, on les aide à sortir des affaires, dire comme ça. Et donc, on les oriente vers des sujets, etc. Et de ce fait-là, dans le combat culturel contre la restriction des libertés associatives, voilà, l'alliance qu'on arrive à construire entre la production de connaissances scientifiques et les acteurs médiatiques, je pense que c'est important aussi, parce que ça contribue à rendre le coût de la répression pour les acteurs publics plus important, en fait. Et donc, voilà, je crois que c'est un des leviers. Donc, je pense que tout ça est utile. Malgré tout, je redis quand même ce que je disais précédemment. Voilà, la production de connaissances ne sera pas utile et suffisante toute seule. Voilà, c'est un élément, c'est une brique, à notre sens, dans les différents fronts qu'il faut mener en même temps. Moi, effectivement, je suis chercheur, donc c'est sur ce volet-là que je mène ce travail. Et pour être d'ailleurs tout à fait honnête, c'est précisément parce que je pense qu'il y a d'autres combats, y compris à mener, sur la question des financements, sur la question juridique, sur la question de la transformation de l'action publique et des politiques publiques, vraiment, y compris à une échelle locale, je l'ai dit, que je pense qu'en fait, que c'est bien que les chercheurs fassent de la recherche et que les associations militent, en fait, on va le dire comme ça, et que cette division du travail voilà, évite que les associations s'épuisent parfois à mener ce travail de documentation, etc. Ils ne peuvent pas tout faire, en fait. Et donc, je trouve ça, au fond, assez sain que des acteurs associatifs nous délèguent cette mission-là pour qu'ils puissent, eux, mener les combats qui sont les leurs. Et donc, travailler et construire des partenariats entre associations et monde académique ne signifie pas qu'on fait tout ensemble, en fait. Ça veut dire de réfléchir stratégiquement à une division du travail qui peut permettre de faire avancer notre agenda, qui est un agenda démocratique, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup, Julien, c'est très clair. Siri? Oui, notre institut est un institut de recherche, mais ce n'est pas une université. Et nous avons toujours cette perspective claire. Nous voulons également
encourager des acteurs à réaliser des recherches. Notre recherche vise à être un outil diagnostique d'une part et une ressource pour l'action d'autre part. Et donc, nous essayons de travailler avec des organisations de la société civile pour qu'elles soient capables de faire face aux paysages de plus en plus compliqués auxquels elles font face. Et donc, nous le faisons de différentes manières. Nous essayons tout d'abord de cartographier ces défis et ces tendances. Et donc, c'est tout un travail de documentation, d'analyse de toutes ces pressions systémiques auxquelles font face les organisations de la société civile dans le continent. Et nous essayons d'identifier des schémas récurrents. Et de cette manière, nous avons une vision plus claire des menaces à cet espace civique. Et cela aide les organisations à identifier leurs défis locaux et de voir que tous ces défis locaux font partie de quelque chose de plus global et de quelque chose de plus transnational. Et on voit par exemple le phénomène des politiques sécuritaires qui est alimenté par les politiques antiterroristes. On peut parler aussi des contraintes bureaucratiques ou des stratégies de diffamation. Et l'étape suivante est de réaliser un échange de connaissances. Donc nous avons organisé différents événements et rencontres pour que des experts, des activistes des différents pays puissent se rencontrer. Et le but est d'encourager un échange de stratégies et d'expériences à travers toute l'Europe. Et de cette manière, les organisations peuvent apprendre des bonnes pratiques, peuvent apprendre des échecs aussi. Elles ont ainsi plus de ressources, plus de connaissances pour savoir comment agir face aux défis auxquels elles sont confrontées. Elles sont plus à même de réaliser des campagnes publiques, elles sont plus à même de répondre au discours de l'extrême droite. Donc, tout ce projet avait pour but d'élaborer des contre-stratégies aussi. Donc, pour cela, nous avons créé un site web et une plateforme. Vous pouvez le voir sur shakingspace.eu. Et donc, cette plateforme connecte des organisations et des activistes qui sont confrontés au discours de haine, aux incertitudes légales dans leur travail. Et donc, cela réunit des organisations qui peuvent aider, par exemple de l'aide juridique, et d'un autre côté, des organisations qui recherchent de l'aide. Et nous essayons de collecter toute l'information que nous avons, toutes les données que nous avons, et nous essayons de les publier, de les faire connaître au public, pour essayer de sensibiliser la population aux défis actuels. Et enfin, notre recherche a un but plus global. Nous essayons de souligner le rôle critique de la société civile et qu'il serait impossible d'avancer sans la société civile. Et nous essayons de montrer à quel point notre travail est important. Et cela, je pense, aide à mobiliser le public, à essayer de mettre en œuvre des activités de pression pour sauvegarder l'espace civique. Donc voilà, c'est vraiment une combinaison d'un côté de la recherche, mais aussi essayer de penser de manière plus large, de voir comment on peut avancer ensemble. Merci beaucoup Cyril et Alexandrina pour terminer ce deuxième tour de piste. L'enjeu pour European Civic Forum de produire de la connaissance et comment utiliser ces connaissances pour informer, renforcer les organisations de la société civile en Europe.
Donc, nous ne faisons pas de la recherche, mais nous avons des données que nous collectons et nous essayons d'en faire bon usage. Et nous essayons de nous en servir pour mieux comprendre le secteur des associations. Et ce n'est pas seulement notre rôle, beaucoup d'autres organisations ont le même travail. Nous essayons d'impliquer d'autres secteurs, d'autres domaines pour démontrer qu'il y a un lien entre l'attaque contre les militants du climat et l'attaque contre les militants pro-palestiniens ou les militants qui assurent une solidarité envers les migrants. Et grâce à nos activités de solidarité, par exemple, en Pologne, il y a eu un moment, il y a beaucoup d'actions organisées par les organisations de femmes. Et ce n'était pas uniquement pour défendre les droits reproductifs des femmes, mais les droits reproductifs des femmes étaient la base d'un mouvement plus large, d'un mouvement démocratique plus large. Et je pense que c'est une force qu'on peut obtenir et nous pouvons le faire en mobilisant les connaissances et les expériences, tout simplement en nous organisant en réseau. Et il y a également l'idée qu'une attaque sur une catégorie de droits est une attaque sur tous les droits. Et donc, il faut pour cela réaliser des alliances qui vont au-delà de nos domaines habituels. Il faut essayer de voir la convergence que nous pouvons avoir, mais cette convergence est parfois faible au niveau européen. Parce qu'il y a un manque de capacité des organisations, elles manquent de temps parfois. Je vois que, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas avec ce que je dis. Mais il est important de maintenir cette mobilisation de la société civile, mais il faut savoir qu'il est compliqué. Il est compliqué d'analyser l'impact que nous pouvons avoir en termes de mobilisation. Mais ce n'est pas un motif pour nous démobiliser. Il y aura un moment où la société civile, sur le dernier recours face aux attaques contre la démocratie. Je pense qu'il est essentiel de ne pas lutter uniquement pour les résultats immédiats, mais essayer de maintenir une mobilisation sur le long terme, de défendre des droits universels, de défendre la démocratie. Et je pense que toutes les luttes que nous avons doivent rester unies. Merci, Alexandrina. Est-ce que, alors, je n'ai pas vu de nouvelles questions dans le chat. Est-ce que pour une interpellation croisée entre vous, ce que vous venez de dire vous fait réagir les uns ou les autres? Julien? Non, peut-être pour aller dans le sens d'Alessandrina, j'ai reçu un message comme quoi mon père venait d'être hospitalisé pour un petit truc, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit rictus, mais ça n'avait rien à voir avec ce que tu disais, et je partage. Et dans le contexte quand même très sombre qui est le nôtre, moi, un des éléments positifs qu'on peut constater ces dernières années, c'est une solidarité croissante dans le secteur associatif et la société civile française face à ces attaques, et ce qui n'était quand même pas gagné au départ. Moi qui suis un peu extérieur à tout ça avec mon rôle de chercheur, d'un côté, je constate chaque jour les difficultés de ces formes de solidarité, la concurrence, y compris financière, entre des acteurs qui sont pourtant proches et qui devraient l'être. Et malgré tout, le contexte étant compliqué, voilà, les coudes se resserrent. Je ne sais pas si ce sera facile à traduire, mais et notamment, et je vais être très explicite de ce point de vue-là, le fait que la plus grande fédération d'associations en France, le mouvement associatif qui rassemble 700 000 associations, soit monté au front sur la question des libertés associatives de façon importante depuis 2 ans,
ce qui n'était pas exactement le cas au départ, en fait, c'est une avancée majeure en fait pour nous et ça permet effectivement si ce n'est de faire bouger les lignes, en tout cas de faire bouger le rapport de force. En fait, c'est pas tout à fait la même chose quand ce sont de petites associations très militantes et quand au fond le cœur du monde associatif se mobilise pour dire le contrat d'engagement républicain, il faut l'abolir, etc. Et donc effectivement, le front s'est élargi et ça c'est tout à fait c'est tout à fait décisif. La question peut-être d'ailleurs, c'est voilà, comment on peut aller un cran au-dessus à l'échelle européenne dans ce type de coalition et d'alliance. Mais je crois que c'est effectivement dans les différentes briques de réponse aux difficultés qu'on évoque ici, un élément tout à fait central. Merci Julien. Dans le front qui se structure, comme tu le dis, on peut aussi mentionner le fait que l'avis du Conseil environnemental et social, Conseil économique, social et environnemental en France a été voté à l'unanimité, y compris dans la préconisation d'abroger le contrat d'engagement républicain. On pourrait évoquer aussi la prise de position du Haut Conseil à la vie associative et d'autres. Voilà. Cyril, Alexandrina, avant le mot de conclusion, est-ce que pour ce dernier tour de table, vous vouliez également réagir aux interventions des uns et des autres? Cyril, non. Alexandrina, non. Bah, écoutez, il nous reste 10 petites minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'arriver maintenant à la conclusion et que vous nous disiez chacune quelles sont pour vous les perspectives d'avenir pour renforcer la contribution de la recherche à la société civile? Cyril. Je pense que je vais commencer par une perspective un peu triste, un peu négative, parce que l'un des plus grands problèmes actuellement, c'est le financement. Et Alexandria a parlé des problèmes de financement. Nous avons notre projet sur le rétrécissement de l'espace public et le financement de ce projet s'est terminé il y a 2 ans. Et depuis ce moment, nous avons essayé de maintenir en vie ce projet, mais nous avons dû le faire de manière un peu plus réduite. Et nous avons fait avec des petites études, par exemple sur la protection du climat. Est-ce qu'il y a un rétrécissement de l'espace civique en termes de militantisme climat? Nous avons fait un discours sur le discours politique, mais c'est seulement une petite partie de ce que nous faisions avant. Le suivi, la recherche, quand on fait cela sur le long terme, requiert une persistance. Il faut continuer sur le long terme. C'est le défi lorsqu'on a des projets sur le long terme, parce que on a des financements pour un projet, mais quand ce financement se termine, on ne sait pas comment faire. Et je pense que c'est l'un des principaux problèmes que nous avons actuellement, le suivi de ces projets, parce que le financement se termine au bout d'un moment. Et donc, au niveau européen, le principal problème, c'est le manque de financement ou le financement pérenne. Et il faut une pérennisation du financement pour avoir le plus d'impact possible. Et ces financements permettent de protéger l'espace civique, mais il n'est pas utilisé uniquement pour la recherche. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce type de financement, mais je pense que ce type de financement n'est pas assez souple. Et c'est difficile pour nous de combiner la recherche sur la société civile et l'action en tant que société civile. Donc, pour moi, c'est l'un des principaux défis actuels. Essayer d'avoir un financement pérenne pour l'espace civique au niveau européen. Et je ne vais pas terminer sur une note trop pessimiste.
Et donc, j'essaie d'être optimiste. Ce qui est bien, c'est que il est plus facile que jamais de collecter des données, de partager des données. Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle, par exemple. On parle de nos ateliers et le principal problème au sein de la communauté de recherche européenne, c'est la barrière des langues. Et cela ne devrait pas être un problème parce que grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons facilement traduire des articles, nous pouvons faciliter la communication en général. Et je pense que cela ouvre beaucoup d'opportunités de travail transfrontalier, de recherche transfrontalière et d'action transfrontalière. Donc, nous pouvons, grâce à cela, avoir un échange de connaissances. Et de cette manière, nous pourrons mieux développer, mieux unifier nos stratégies et mieux nous mobiliser pour nous protéger et pour étendre notre travail sur l'espace civique. Voilà un peu ma conclusion. Merci beaucoup, Cyril et Alexandrina. À toi pour la conclusion. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question de Jean-Baptiste sur la participation des associations à l'intérêt général et je vais essayer d'en parler dans ma conclusion. D'un autre côté, tu as utilisé, Jean-Baptiste, le mot association. Au niveau européen, nous utilisons les termes de société civile et d'organisation de la société civile. Et je pense qu'il y a un besoin basique au niveau européen en termes de recherche. Nous devons travailler sur la définition de ce que nous entendons par société civile. Et non seulement de ce que nous entendons euh, euh, par société civile dans la littérature spécialisée, parce qu'il y a différentes formes d'organisations non lucratives qui ne sont pas forcément reconnues au niveau de la législation européenne. Et ou parfois le terme société civile inclut des associations, des ONG, mais aussi des syndicats et aussi des organisations patronales. Ce n'est pas forcément problématique, parce que lorsque nous pensons au rôle de la société civile, au rôle de la société civile comme contribution à l'intérêt général, nous avons besoin de toutes ces forces. Nous avons besoin que toutes ces organisations travaillent ensemble. Mais si l'on pense à la construction d'un équilibre de pouvoir, d'un rapport de force, que ce soit au niveau national, au niveau européen, euh, la notion de dialogue civique et de dialogue social entre un peu en conflit. Et malheureusement, nous avons beaucoup de difficultés au niveau européen pour établir un espace pour le dialogue civil. Et les syndicats ont peur que cela mette en danger leur espace. Et donc, il faudrait clarifier un peu tout cela. Et il y a un autre aspect de ce besoin d'avoir une définition de ce qu'est la société civile et de son rôle, c'est d'avoir une reconnaissance du rôle politique des organisations de la société civile à l'intérêt général, au bien public. Parce que on ne peut pas dire seulement que les ONG sont des organisations qui travaillent pour le plaidoyer. Oui, c'est peut-être la partie la plus visible de leur travail, mais les ONG également sont des prestataires de services sociaux. Et c'est le deuxième pilier de leur rôle politique. Elles fournissent des services aux personnes, mais en faisant cela, elles démontrent une vision plus générale pour la société. Et ce rôle-là, précisément, est en danger. Et tout cela est en danger du fait notamment des politiques européennes
Nous pourrions en parler beaucoup plus en détail, et peut-être nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais nous pourrions faire une recherche comparative. Par exemple, on voit que les politiques anti-concurrence déloyale ont un impact sur la société civile. Et pour terminer, j'aimerais que l'on réfléchisse sur l'impact de la société civile. Nous sommes faibles. Nous avons du mal à décrire l'impact que nous avons. Et tous nos modèles, tous les modèles qu'on nous impose sont basés sur des modèles économiques qui nous imposent de démontrer l'impact que nous avons. Et c'est ce qu'on nous demande lorsqu'on demande des subventions pour nos projets. Et c'est difficile de mesurer l'impact sur le court terme d'un projet. Je mets trop longtemps. Non, merci, c'est très intéressant. Malheureusement, on arrive au terme de nos échanges. Moi, je voudrais, en conclusion, pointer quatre aspects qui ressortent des interventions que l'on vient d'entendre. Un, il est important de diffuser, de continuer à diffuser la connaissance et de continuer à sensibiliser pour faire reconnaître les associations, leurs contributions démocratiques et le besoin de les protéger. Deux, il est important aussi de mobiliser le monde associatif lui-même dans la production et l'appropriation de la connaissance et de la recherche. C'est un outil encore insuffisamment approprié pour le plaidoyer, pour le dialogue avec les pouvoirs publics. Et ça pose la question qu'évoquait Julien, de la division du travail, des rôles entre chercheurs et praticiens, chacun sa fonction, mais en bonne articulation. Il y a aussi un enjeu à mobiliser et continuer de mobiliser la recherche, que l'objet associatif relié à la démocratie se diffuse dans les agendas académiques à travers l'Europe, et puis pour la société civile, de s'organiser, de se mettre en réseau, le monde associatif, les collectivités locales, la philanthropie, avec les États qui seraient sensibilisés qui pourraient être alliés de ces questions, se donner des espaces européens de rencontres, d'échanges de pratiques et d'apprentissage, et de mobiliser des financements pérennes, publics, privés, en appui à ces démarches. Sensibiliser, fédérer les acteurs et les chercheurs, produire de nouvelles connaissances, ce sont justement les objectifs du programme de connaissances européen que l'Institut souhaite développer à l'avenir. Nous vous donnons rendez-vous dès 2025 pour notre prochain webinaire. La date n'est pas encore arrêtée. Il portera sur les relations entre générosité privée, philanthropie et associations à l'échelon européen, regard des enjeux démocratiques et toujours dans la perspective de la mobilisation, de la connaissance et de la recherche. Vous pouvez rester informé de l'ensemble de nos actualités en nous suivant sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Nous sommes en train de finaliser sa traduction en anglais et c'est comme ça que vous pourrez être informé de la date de notre prochain webinaire lorsqu'il sera fixé. Il me reste à remercier chaleureusement nos partenaires, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, la Fondation Crédit Coopératif, nos 3 intervenants aujourd'hui, Siri, Alexandrina, Julien, un grand merci à vous 3. Et aussi pour l'organisation, Amira et Véronique, un grand merci à vous. Et pour la traduction, l'interprétation en instantané, Emma et Benoît. Et puis à vous remercier toutes et tous pour votre participation. Rendez-vous à l'année prochaine.